Cinquième essai de Filiconi. Je vous propose de regarder cette œuvre. Donc ça, c'est une photo que j'ai moi-même réalisée. Cette œuvre qui est donc une œuvre de Pierre Huyghe et qui date de 2017 et qui avait été réalisée pour l'édition de Skulpturprojekt à Münster en Allemagne. Donc c'est une sorte de grande réunion qui a lieu tous les 10 ans, qui est essentiellement consacrée à la question des sculptures dans l'espace public. Et l'édition de 2017 avait été curatée par Kaspar Koenig. Alors, je vous montre, c'est rarissime que je fasse ça, mais je vais quand même cette fois-ci le faire. Je vous montre un petit film de présentation qui vous permettra de vous familiariser, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, avec l'espace de cette œuvre et de regarder comment elle marche. Ça dure 3 minutes à peine. Je vous laisse juste regarder ça et après j'en cause. Yes, so we have the aquarium and the opening and the ceiling and the roof, so they... Yeah. Those are... These structures were already here. It's one of the reasons why he was attracted to this space. The water, when it is the water? Really? 이거 다 water예요? Yeah, the other one had 근데 그 방금 말씀드리고 계시네요. 그 방금 это какие виды имеется в виду, что вообще, а это как у вас находится, да? Maybe it's smell 되는 거 알아요. Yeah, there's just water in there. I saw Wir haben das so gut erklärt auf Englisch vorhin. Können Sie das nochmal machen? Ja, komm. Bon, allez, je vous avais à peu près vu comment ça se passe. Je vais essayer de vous présenter un certain nombre d'hypothèses pour arriver à, non pas interpréter, mais proposer une lecture de ce que cette pièce est comme image. D'abord, je vais essayer de vous le faire en 4 grands points. Premier point, vous dire que ce lieu, donc, qui a été donc, une pièce de Pierre Huyghe, ce lieu a été une ancienne patinoire désaffectée, qui a été entièrement pulvérisée et démolie, donc comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc, a été creusée, une partie du sol est restée, etc. Et que ce lieu, donc, tel qu'il est utilisé par Pierre Huyghe, est un des grands lieux où il y a la mise en scène. Donc, comme patinoire, et en tant que patinoire, il doit y avoir des patineuses ou des patineurs, sur cette question du corps et de ce que j'appelle, moi, la question du corps athlétique. C'est-à-dire, donc, dans la tradition antique, donc l'atlios,
et qu'il faut comprendre évidemment. Donc, dans la grande tradition de l'histoire de l'art n'a cessé de représenter des corps, à la fois des corps plutôt athlétiques. Et ici, ce qui est représenté dans la destruction de cet espace, c'est évidemment la mesure d'un espace de souffrance et de ce qui est l'étymologie fondatrice du terme athlétique, qui est donc athlios, la question de ce lieu de la souffrance. Donc ma première hypothèse, qui est assez simple, c'est de considérer que l'histoire de l'art est le lieu de la représentation de cet athlios en tant qu'espace de la souffrance. Deuxième hypothèse, c'est cette question des matériaux. Alors l'espace est essentiellement rempli de béton, de sable, d'argile, d'eau de pluie et d'eau phréatique. Vous l'avez vu sur la vidéo que je vous ai présentée, à un moment vous voyez de la flotte qui reste, c'est de l'eau phréatique qui remonte évidemment par capillarité sur le sol. Donc il y a tout un travail évidemment sur la question de la sculpture, déconstruction de la sculpture, puisque là ça passe par creusement. Et vous avez donc au centre donc les plateaux que vous voyez sur l'image, au centre les plateaux qui restent de la surface de la patinoire, tout ce qui a été creusé. Et au centre, vous avez une sorte de grand aquarium, d'aquarium plus ou moins petit, je vous en reparlerai après, pour arriver à comprendre comment ça se passe. En tout cas, l'élément central qui est à l'intérieur de cette structure, c'est évidemment la question de l'eau qui, par capillarité, s'infiltre partout, et qui s'infiltre aussi par les structures qui sont au plafond, puisque les structures s'ouvrent, vous l'avez vu dans la vidéo, elles ne cessent de s'ouvrir, je vous expliquerai comment, et en s'ouvrant, évidemment, elles font rentrer les conditions atmosphériques, et en faisant rentrer les conditions atmosphériques, ça fait rentrer aussi de la pluie. Donc il y a évidemment l'eau de pluie, l'eau phréatique, et qui renvoie à cette question de ce que les Grecs appellent le phréar, qui a donné le même mot que la ferveur en français, et qui est donc l'autre espace de cette question d'une effervescence, l'espace de l'art, c'est ma deuxième hypothèse, l'espace de l'art et l'espace de l'œuvre, et la question d'une représentation d'une crise de cette effervescence du vivant, de cette effervescence de l'être à l'intérieur des espaces. Troisième hypothèse, j'en reparlerai tout à l'heure, donc elle va être extrêmement simple, la question de la présence des algorithmes, puisque la pièce est structurée, je vous expliquerai justement après, par des algorithmes, et je vous expliquerai comment. Et quatrième hypothèse, qui elle va être la plus longue, je vais avoir besoin de la déployer selon un certain temps, qui est la question du vivant et la présence du vivant. Alors, pour moi, il y a 4 séries de vivants dans cette pièce, dans ce que vous voyez, et ces 4 séries de vivants vont produire pour moi ce que j'appelle 4 niveaux d'image. Donc le premier niveau d'image sur ce vivant, c'est ce que vous voyez, sur ce qu'on voit quand on y est. Alors là, sur l'image que j'ai faite, on ne le voit pas immédiatement, mais il y a un vivant qu'on arrive à repérer, qui est évidemment la question des algues, du végétal, des petites mousses qui poussent un peu partout, des lentilles d'eau qui poussent dans les espaces, dans les flaques d'eau un peu partout. Ce que vous voyez au premier plan est une structure comme artefact, structurée par Pierre Huyghe, qui est donc une ruche. Donc il y a des abeilles, il y a la présence de pans, il y a quelques animaux qui arrivent à exister dans cet espace, abeilles et pans. Et vous avez donc au centre, dans cet aquarium noir, vous avez un des vivants qui est conservé, qui est donc ce qu'on appelle un conux textile, et je vous en reparle immédiatement après. Donc, la première image qui est présentée, c'est le premier vivant que vous avez à portée de main, c'est le vivant qui est à la fois immédiat, c'est-à-dire celui qui se voit, celui qui se perçoit par les sens, et celui qui peut s'apprivoiser, c'est-à-dire celui que je peux construire, je peux maintenir plus ou moins des pans à l'intérieur, je peux maintenir des abeilles, et je peux construire quelque chose avec ça. Ensuite de ça, il y a une deuxième image, un deuxième niveau, qui est beaucoup plus compliqué, qui est donc l'aquarium que vous avez au centre, pièce centrale du dispositif. Cet aquarium qui est à la fois un certain nombre de citations, il est à la fois une citation évidemment du minimalisme tel que Tony Smith peut le faire avec la pièce qui s'appelle Maze, The Maze, mais c'est aussi évidemment un truc sur une sorte d'image qui est construite et qui est contenue dans ce bloc noir, et j'essaierai de vous montrer en fait comment la structure symbolique va s'instaurer dans cet espace. En tout cas, dans cette structure, il y a un objet qu'on appelle, enfin c'est ça, dans l'aquarium, il y a un conux textile, ou dit aussi en français un cône textile. Cet objet, c'est un objet qui a très longuement été utilisé par les collectionneurs. Ça rentre dans tous les cabinets des merveilles, dans toutes les chambres des collections, etc. Un objet qui est collectionné depuis l'Antiquité. C'est donc un coquillage. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a un cône textile dans l'aquarium qui est au centre de la pièce qui
qui est donc ici au centre de la pièce de Pierre Huyghe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cône textile est encore aujourd'hui l'animal qui produit le poison le plus violent dans le règne du vivant et qui, à ce jour, n'a aucun remède. Il n'y a strictement aucun antidote au poison. C'est-à-dire que c'est un des poisons les plus violents et les plus radicaux qui puissent exister. Dans l'aquarium, il y a des lecteurs qui, en fait, ne cessent de lire en fonction de l'apparition du cône textile, qui ne cessent de lire ce que je vous ai montré, c'est-à-dire la graphie qui sont sur le coquillage. Et cette lecture de graphie permet la construction par l'algorithme à l'intérieur du dispositif, qui permet, en fait, l'ouverture et la fermeture des trucs sur le toit. C'est-à-dire, en fonction de l'apparition de cet animal dans l'aquarium, l'espace va s'ouvrir. C'est-à-dire l'espace va faire rentrer plus ou moins de lumière et plus ou moins d'eau, plus ou moins de vivant extérieur, qui va plus ou moins augmenter, évidemment, son interférence avec les espaces qui sont à l'intérieur. Cet objet donc, est contenu, enfermé dans ce dispositif, et il ne se voit que comme une image qui est posée comme là, cette fois-ci, moi, ce que j'appelle une troisième image, c'est-à-dire une pure image qui est à la fois mythologique et historique. Alors, mon hypothèse, donc, la première chose, c'est ça contient cet objet, qui est donc là aussi un rapport d'image et un rapport de graphie. Mon hypothèse, c'est que ce qui est contenu à l'intérieur du bloc noir de la pièce de Pierre Huyghe, en fait, est une citation de cette pièce. Cette pièce, c'est une pièce qui date de 1824, qui est une peinture qui fait 96 par 126 cm et qui est une peinture de Gaspard David Friedrich qui a deux titres, qui s'appelle La mer de glace ou Le naufrage, puisque vous voyez ici, dans la partie droite du tableau, un bateau qui est effondré à l'intérieur de la glace. Bateau qui est problématique puisqu'il y a évidemment toute une dimension de l'échelle et de compréhension de l'échelle. Quand vous percevez le bateau, vous comprenez d'une toute autre manière l'échelle des plaques de glace à l'intérieur de l'image, qui peut être comprise d'une autre manière. Dans l'aquarium de Pierre Huyghe, il y a un certain nombre de fragments de la plaque de béton de la patinoire qui ont été accumulés et qui fabriquent quasiment cette image. Alors, vous l'avez vu dans le petit film que je vous ai diffusé, c'est très compliqué de le voir. Les plaques de verre sont assez sombres, il y a des reflets en permanence et c'est très compliqué d'essayer d'arriver à percevoir. Mais mon hypothèse est que Pierre Huyghe a réussi à fabriquer à l'intérieur de cet aquarium quelque chose qui est une citation d'une peinture romantique. On est au grand moment de la question du romantisme, c'est-à-dire de la position de l'être dans un monde qui présente une forme extraordinairement dangereuse et une forme de crise potentielle à tout moment. Et qu'à l'intérieur de cette image romantique comme citation de la pièce de Gaspard David Friedrich, il y a la trace d'un vivant qui est ce coquillage qui contient le poison le plus violent dans l'histoire du vivant. Et ça, à mon sens, ça produit évidemment une image que j'appelle la troisième image, la deuxième image, pardon, qui est cette image qui est d'un vivant qui est mis à distance, d'accord, que cette fois-ci je ne peux pas apprivoiser. C'est-à-dire ce coquillage qui est une résistance absolue et qui permet à Pierre Huyghe et qui me permet, moi, en tant que spectateur ou spectatrice, d'intégrer à la grande idée du romantisme et la grande idée de la modernité que dans toute image et dans toute représentation, il y a quelque chose d'une représentation du danger et d'une crise de l'être à l'intérieur du monde. Okay. Et ce que je crois qui est le principe de la citation de Gaspard David Friedrich à l'intérieur du tableau, à l'intérieur de la pièce. Donc mon hypothèse, ma troisième grande hypothèse que je formule ici, qu'il y aurait donc une interrogation de l'artiste sur les formes romantiques et post-romantiques de l'histoire de l'art, à la fois comme dialectique de la relation entre l'histoire et la singularité, entre l'histoire et l'être, et évidemment surtout entre la dialectique irrésolue, entre le mythique et le danger. C'est-à-dire que tout récit mythologique, tout récit d'une construction, c'est-à-dire toute construction qui a été faite, produit ou indique quelque chose en disposant des éléments qui vont indiquer qu'évidemment, pour le spectateur et pour l'histoire de l'être, il y a la possibilité ou l'émergence d'un danger ou d'un péril qui est là à chaque fois à demeure pour l'être et pour le devenir de l'être. Troisième niveau que vous ne voyez pas ici, troisième niveau qui est encore plus compliqué pour comprendre la pièce de Pierre Huyghe, il faut comprendre qu'à l'intérieur de cette pièce, il y a une troisième couche de vivant qui est une double bonbonne qui permet de conserver avec du froid, une double bonbonne qui contient des cellules cancéreuses et là.
Alors, pour la petite histoire des cellules cancéreuses, et là, c'est extrêmement compliqué. C'est des cellules qui ont été prélevées sans consentement sur une femme qui s'appelait Henrietta Lacks, qui est morte en 1951 d'un cancer. Et les médecins, en 1951, ont conservé ces cellules cancéreuses qui, aujourd'hui encore, continuent de se développer, continuent de produire d'autres cellules et qui sont vendues au laboratoire pour continuer de faire des expérimentations sur la question des cellules cancéreuses. Pierre Huyghe a acheté une partie de ces cellules, Pierre Huyghe les a mis dans une sorte de bonbonne, et on sait qu'à l'intérieur de ce dispositif, contrôlé elle aussi par la question de l'algorithme, il y a cette présence de cette cellule cancéreuse qui les maintient dans une inertie de reproduction, en fonction de ce qui est prévu dans la lecture des conus textiles, ou dans une inertie de reproduction, ou au contraire en augmentant tous les dispositifs pour que les cellules puissent se reproduire beaucoup plus rapidement à l'intérieur des bonbonnes. Ce qui veut dire qu'à partir de ça, mon hypothèse est qu'on aurait encore, là pour le coup, une troisième image, qui est cette image qui n'est plus la première, qui était celle d'un vivant apprivoisable, qui était immédiat et à proximité, qui n'est plus la deuxième, qui est un vivant qui est encore visible mais inapprivoisable et qui constitue mythologiquement la figure d'un danger, qui est là au contraire une troisième forme de vivant qui est évidemment pas apprivoisable, qui est un vivant qui est évidemment totalement secret et totalement occulté, mais qui produit une image de terreur et une image de profonde angoisse pour l'être et pour le spectateur. Et que je crois que la pièce de Pierre Huyghe est une grande lecture de ces trois niveaux d'interaction, de ces trois niveaux de vivant, c'est-à-dire ce vivant avec lequel on a fabriqué une image parce que nous entrons en contact avec, et un vivant avec lequel nous n'avons pas de contact jusqu'à cette forme de terreur ou d'angoisse maximale, qui est ces deux bonbonnes qui contiennent ces cellules cancéreuses. Et puis, il y aurait enfin une quatrième zone d'image dans la pièce de Pierre Huyghe, qui est extrêmement important pour Pierre dans la construction de cette pièce, qui est évidemment le vivant qui est constitué par les spectateurs et les spectatrices de la pièce. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la pièce, quand on rentre dans la pièce, il faut être un certain nombre, pas plus, pour modifier de manière assez progressive l'intérieur. Mais la pièce qui dure, donc en fonction de l'été, en fonction des conditions atmosphériques, elle va se modifier évidemment aussi en fonction des personnes qui rentrent à l'intérieur, en fonction de ce qui est sous les semelles des visiteurs et des spectateurs, et évidemment de ce que vous apportez par la respiration, comme bactéries, etc. Et petit à petit, ça va plus ou moins réensemencer ou rendre vivant, ou au contraire rendre inactif, cet espace qui est un espace plus ou moins de désolation, qui contient plus ou moins enfermé, ou cette deuxième image qui est le vivant qui est inapprivoisable, ou cette troisième image qui est celle d'un vivant qui est un vivant de la terreur avec les cellules cancéreuses. Et que ça produit évidemment un quatrième niveau qui est le niveau d'interaction avec le spectateur et la spectatrice, et que on continue dans la modernité à considérer que c'est évidemment celle et celui qui rentre dans l'espace qui va parachever la possibilité d'une œuvre et de faire advenir l'œuvre. Vous avez vu dans l'image de la petite vidéo que je vous ai présentée, donc ça c'était au tout début de l'exposition, les flaques étaient encore absolument vierges, c'était de l'eau phréatique qui remontait mais elles étaient vierges. Quand vous y alliez, moi j'y suis allé beaucoup plus tard, j'y suis allé à la fin du mois d'août, les flaques étaient remplies de lentilles d'eau. C'est-à-dire petit à petit, il y a eu un vivant qui a commencé en fait à envahir l'espace, et tandis que les lentilles d'eau avaient envahi l'espace, les pans avaient été retirés parce qu'en fait les pans n'arrivaient pas à survivre à l'intérieur de l'espace, et au contraire les abeilles avaient augmenté leur intensité parce qu'on était au mois d'août et on était à un moment d'une floraison assez intensive, en tout cas pour l'Allemagne du Nord, et du coup il y avait beaucoup plus d'abeilles à l'intérieur, et donc ça a permis de le biotope de l'espace, la teneur ambientale de l'espace changeait en fonction de ça. Et donc ma quatrième hypothèse serait la suivante, qui serait de considérer que l'œuvre de Pierre Huyghe présente un regard sur notre rapport contemporain en vivant, à la fois comme vivant apprivoisable et inapprivoisable, donc cette relation qui est absolument irréductible entre les deux, comme vivant appropriable et vivant inappropriable, et évidemment comme vivant, puisque c'est le devenir évidemment qui est ouvert comme image dans cette pièce, cette question de cette tentative d'être un vivant modifiable et commercialisable qui devient en fait un objet économique. Si j'essaye de vous proposer une lecture conclusive de l'ensemble, qu'est-ce que j'ai essayé de vous montrer? C'est-à-dire de considérer que cet objet, en tant qu'image, puisque cette pièce n'existe plus, elle n'existe plus que comme trace, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette pièce? J'essaye de vous proposer donc 7 modèles de lecture. Le premier lecture, c'est de considérer que cette image, sa première fondation,
c'est de revenir toujours sur cette idée que la fondation de l'histoire de l'art, c'est une représentation du corps. Okay, mais cette fois-ci, qui n'est plus seulement le corps de l'athlète, mais qui est simplement la question du corps comme atlios, c'est-à-dire comme expérience de la souffrance. Il y a quelque chose, il n'y a plus de corps, on ne le voit pas, si ce n'est celui du spectateur, mais c'est le dernier corps. Mais le point de départ de l'histoire de la représentation, c'est représenter l'être. Or là, ce ne serait que la représentation de l'expérience de la souffrance. Deuxième chose, la question du surgissement. L'autre grand lieu de l'histoire de l'art, dont on a déjà parlé et qui est assez essentiel pour la compréhension de l'histoire de l'art, c'est que l'histoire de l'art a à voir avec quelque chose de l'ordre du surgissement. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va à la fois ruisseler, revenir, couler du plafond, venir du sol, et qui va déterminer en fait cette relation possible à la présence du vivant. Troisième niveau, qui est ce que j'appelle un niveau de dispositif ilétique, c'est-à-dire qui ont à voir avec la matière. Vous déambulez dans un espace qui est considéré comme une œuvre pour y aller pour voir une œuvre. Et en fait, cette œuvre, c'est étrange parce que ce n'est éventuellement que la matière, plus ou moins agréable, plus ou moins désagréable. C'est du béton, c'est du sable. Vous savez pas, il y a des bourdonnements d'abeilles. Il y a une matière qui est ici, qui est une matière plutôt rugueuse. Il y a de l'eau, il y a de la boue, il y a des flaques. C'est très étrange d'être dans ce rapport à une matière qui n'aurait été, d'un point de vue artistique, pas encore modélisée de manière plastique, comme si elle était dans une attente d'une plasticité possible et d'un devenir plastique. Quatrième niveau, qui est moi ce que j'appelle la question des dispositifs ambientaux, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris cette rupture sur la puissance ilétique, vous vous dites que ce que vous regardez est une teneur ambientale. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif qui fait que vous comprenez votre place et l'essence de votre place comme corps, qui a une température, qui est entouré de bactéries, qui est entouré de vivants, qui rentre dans un espace qui est dans une situation de crise par rapport à ce qui est du vivant. C'est un espace où c'est pas normal. Les choses ne sont pas dans un espace de normalité par rapport à la mesure du vivant. Cinquième élément, qui est la question en fait de la distorsion entre la représentation du vivant et la représentation d'un vivant fantasmagorique, c'est-à-dire qu'à un moment on va projeter un vivant qui va être soit dans une représentation du fantasme, c'est-à-dire la présence des pans mythologiquement importante, la présence des abeilles, et de l'autre côté la présence comme terreur du conus textile et de la mesure du poison, c'est-à-dire ce même vivant peut être une disruption totale sur la mesure de ce qu'est l'expérience de l'existence, et jusqu'à la question évidemment des cellules cancéreuses qui sont conservées comme un totem au centre de la pièce. Sixième possibilité de le lire, qui est la question de la fonction réverbérante du spectateur. C'est-à-dire, là encore, dans la fonction moderne, c'est le spectateur qui va venir achever l'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a que ma présence à l'intérieur de cet espace qui peut en faire devenir possiblement quelque chose comme une œuvre. Et puis, dernière mode de lecture, qui est cette question d'un héritage du romantisme, que j'ai essayé de vous montrer à partir de la pièce, de la peinture de Caspar David Friedrich. Et cet héritage romantique, en fait, il est pour nous, depuis à peu près 2 siècles, cette question complexe dans la mesure de la transcendance, de la relation que l'œuvre nous entretient à la possibilité de supporter le danger, à la possibilité de supporter la crise. Et je crois que l'œuvre de Pierre Damien, n'importe quoi, que l'œuvre de Pierre Huyghe est très précisément importante à cet endroit parce qu'elle nous permet d'être à la fois comme une figure romantique, c'est-à-dire d'être un objet et d'être une image, mais elle contient à l'intérieur de cette image les dispositifs de la crise et les dispositifs du danger. Et je crois qu'elle est une image, une déconstruction post-romantique de ce qu'est l'art, en réinsistant sur le fait que l'œuvre d'art et l'art est une expérience, une représentation possible de la question du danger. Donc ça, ce seraient les 7 possibilités de comprendre les grades et les strates d'interprétation de cette œuvre. Je vous propose en conclusion en fait de 4 moyens de lire cette œuvre, c'est-à-dire 4 conséquences, 4 fabrications d'images à l'intérieur de ça. Une première image qui est celle de l'image du vivant. Chez Pierre Huyghe, l'image, le vivant est un vivant de fascination. Et c'est ce que produit cette pièce. Cette pièce produit encore un niveau d'image de cet ordre-là. Il y a une deuxième couche d'image, une deuxième typologie d'image, qui est la question de l'image comme inappropriable et comme danger. C'est-à-dire que être dans cette pièce, rentrer dans cette image, c'est rentrer, faire l'expérience de cet inappropriable. Il y a quelque chose de l'ordre d'un danger et d'une mise en crise imminente à l'intérieur de cet espace qui est extrêmement étrange et qui, à mon sens, produit la question de cette deuxième unité d'image. Troisième unité d'image, il y a le vivant est un rapport de discontinuité.
C'est-à-dire que le vivant est toujours ouvert à la possibilité de la fin du vivant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une terreur qui est constituée à l'intérieur, qui est dispatchée à l'intérieur de cet espace, qui est un espace qui est quand même un espace en ruine, qui est un espace par rapport à ce dont on a déjà parlé, qui est un espace qui est profondément insunéilétique, c'est un espace qui est pollué, c'est un espace qui est humain, qui d'un point de vue du vivant, qui est assez ravagé. Et donc en tant que tel, il y a une tentative de faire en sorte que le vivant réapparaissent et reviennent à l'intérieur de cet espace, et pourtant, ils ne cessent de maintenir un état de crise. Et évidemment, quatrième image, celle du spectateur, puisque cette pièce, fondamentalement, n'existe que parce que les spectateurs et les spectatrices sont à l'intérieur. Et donc, ça fait 4 types d'images, 4 structures imageantes, qui sont celles du vivant comme fascination, du vivant comme danger, du vivant comme discontinuité et du vivant comme spectateur. Et c'est l'interaction de ces 4 niveaux de vivant, de 4 niveaux d'expérience du vivant comme image, qui fondent l'expérience de cette œuvre. Et je pense qu'en fait, il faut comprendre cette œuvre de cette manière-là, et qu'il a au centre le maintien de cette image vide et profondément dangereuse, qui est cet aquarium qui est une sorte de manière contemporaine de fabriquer une image romantique, et qui contient l'indice évidemment de la rupture la plus périlleuse et la plus dangereuse de l'expérience de l'être. Voilà pour cette tentative de commentaire sur cette pièce de Pierre Huyck qui date de 2017 et dont j'ai oublié de vous dire le titre. Le titre, c'est After a Life Ahead.